La première forme sociétaire que nous met à disposition l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique est la société en nom collectif. Alors, dans cette vidéo, nous allons étudier sa création, son fonctionnement, son organisation et comment est-ce qu'elle peut disparaître. Dorénavant, dans nos vidéos, nous expliquerons de manière terre à terre afin de permettre aux juristes et aux non-juristes de comprendre en français facile ce que nous publions. Ainsi, dans cette vidéo, nous nous forcerons de vous expliquer de manière simplement possible la société en nom collectif. Mais avant de poursuivre, permettez-moi de me présenter. Je suis Franck Elezetia, juriste en formation, spécialité droit des affaires, droit au HADA. Parallèlement, je vous informe à travers mes contenus juridiques, par conséquent créateur du contenu. J'aimerais tout simplement rajouter, toutes ces vidéos que vous voyez publiées sont créées et montées par moi. Je reste donc ouvert à toute forme de partenariat dans la mesure du possible. Êtes-vous prêts? Top, c'est parti. L'article 270 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique nous laisse savoir que la société en nom collectif, c'est celle dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Tout simplement, pour être associé d'une société en nom collectif, il faut être forcément commerçant. Et des dettes sociales, vous êtes solidairement et indéfiniment tenus. Ce qui traduit que si la société doit à une personne, disons Y, ce dernier peut se retourner vers un associé de la dite société afin de recouvrir sa créance. Mais dans les conditions prévues à l'article 271 alinéa 1er. Comprenez donc avec nous que c'est une forme sociétaire qui est basée sur la confiance, car on ne peut admettre aucunement que l'on soit indéfiniment et solidairement tenu des dettes sociales que si on le traite avec des personnes de confiance. Pour revenir à la formation de la société en nom collectif, il faut la réunion de plusieurs conditions. D'abord, les conditions de forme, ensuite les conditions de fond et enfin les conditions tenantes à la publicité. Pour ce qui est des conditions de forme, il faut tout simplement dire que tous les éléments qui sont relatifs à la constitution de la société sont transcrits dans un document qu'on appelle les statuts. Et les statuts sont écrits. Des conditions de fond, il faut obligatoirement en premier lieu deux ou plusieurs personnes, commerçants. Il faut bien le signifier car la société en nom collectif est une forme sociétaire qui n'admet aucunement un caractère unipersonnel. C'est-à-dire, pour créer la société en nom collectif, il faut au minimum deux commerçants. Un seul commerçant ne peut pas créer la société en nom collectif. Il faut bien le dire, c'est un élément indispensable, disons obligatoire pour la formation de la société en nom collectif. De ce qui est du capital social, l'acte uniforme ne nous définit pas un capital social minimum ou un capital social maximum. Une dernière situation pour les conditions de fonds, c'est la situation de l'objet social. Il faut un objet social qui est clairement défini, car c'est en ce sens que les associés sont tenus d'agir et ont leurs responsabilités solidairement et indéfiniment engagées. Passons donc aux conditions tenantes à la publicité. Deux situations pour les conditions tenantes à la publicité d'une société en nom collectif. La première situation est l'immatriculation de cette société au registre du commerce et du crédit immobilier. La deuxième situation est l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'état partie du siège de cette société. Voici donc les deux situations relatives aux conditions tenantes à la publicité d'une société en nom collectif. Ainsi, nous venons juste de terminer les différentes conditions qu'il faut réunir pour former la société en nom collectif. Passons donc au fonctionnement. Le fonctionnement du SNC est prévu par l'article 176 et suivant de l'acte uniforme précité. Il s'agit du moins de sa gérance ou tout ce qui va avec son organisation. À la lecture de l'article 276 et suivant, il nous revient que la gérance de la SNC est laissée à la simple appréciation des associés à travers les statuts. Ainsi, les statuts déterminent comment est-ce que les associés comptent gérer leur société. Mais tenez-vous bien, l'acte uniforme nous dit clairement que les personnes physiques ou personnes morales peuvent être gérant d'une SNC ou du moins d'une société en nom collectif. Aussi, un associé ou un non-associé peut être gérant d'une société en nom collectif. Il est même rajouté que, à défaut de la détermination du gérant de la société, tous les associés sont réputés être gérants et peuvent agir dans l'intérêt de la dite société. L'on conclut donc qu'il peut exister un ou plusieurs gérants à la tête d'une société en nom collectif. Mais ce qui devient plus intéressant, c'est lorsqu'il y a un acte à prendre par un gérant en cas de pluralité de gérants. Le gérant qui n'est pas à l'initiative de l'acte peut former opposition avant la prise de l'acte. Dans le cas contraire, il n'y a pas de recours possible à ce acte. Attention, le gérant agit ou les gérants agissent dans l'intérêt de la société. S'ils outrepassent ces intérêts ou le pouvoir qui leur sont conférés, ils engagent donc là leur responsabilité. Il est clair donc qu'il y a des pouvoirs qui sont conférés au gérant et des pouvoirs qui ne lui sont pas conférés. Dans le cas des pouvoirs qui ne lui sont pas conférés, les décisions sont prises par unanimité soit en assemblée, soit en conseil
consultation écrite. Pour résumer, le mode de gérance et les pouvoirs du gérant sont prévus par les statuts de la société en nom collectif. À défaut, tous les associés sont réputés être gérants et peuvent agir dans l'intérêt de la société et surtout dans l'intérêt de l'objet social. Passons donc à la fin de la société en nom collectif. L'article 290 de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique met à disposition plusieurs situations dans lesquelles la société en nom collectif pourrait disparaître. La première situation est celle du décès de l'un des associés qui entraîne la dissolution de la société, sauf si les statuts en ont prévu autrement. La deuxième situation est la décision de liquidation. La troisième situation que nous allons aborder en l'espèce est celle de la transformation de la société. Pour mieux comprendre cette situation, il faut plutôt se référer à l'article 181 de l'acte uniforme, car les dispositions de l'article 290 et suivants n'ont prévu aucune situation de transformation sauf dans le cas du décès de l'associé. Merci, j'espère que cette vidéo vous a été très explicite. À la prochaine pour la prochaine forme de société que nous allons étudier.